Bonsoir et bienvenue dans Vieille Canine, l'émission des vétérans de la Camarilla qui déterre les vieux vampires. À chaque épisode, on convoque un invité et on ressort ses vieux dossiers. Moi c'est Vincent et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon ami Jérôme. Salut Jérôme. Salut Vincent. Aujourd'hui, entretien avec un vampire. Joueur et conteur d'Angers, on lui prête les créations les plus abominables, le mal rouge, le mal noir et autres pestes vampiriques. Il a interprété Monsieur Constantine le Ventrou, un clan dont il a d'ailleurs été l'assistant conteur national, mais il a surtout interprété le taulier de sa propre cité, non pas le marquis, mais le défenseur d'Angers, à savoir Tarzis, le toréador. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Salut Arnaud. Bienvenue dans Vieille Canine Arnaud. Merci de m'avoir fait sortir de ma torpeur. On va t'interroger pendant un petit moment et puis on te laissera retourner au pieu comme tous les autres. Arnaud, on est content de t'avoir parmi nous. Je suis personnellement d'autant plus content de t'avoir avec Jérôme puisque je crois que mon voyage dans la cité de Angers fut très certainement ma première partie nationale hors d'Île-de-France. Je me rappelle très très bien. Je ne sais pas si toi tu as souvenir de cette partie. Ah, totalement. Avant d'aborder cette partie, on aimerait en savoir un tout petit peu plus sur toi Arnaud, et un petit peu comme tous nos invités précédents, savoir comment est-ce que tu as connu la Camarilla, comment est-ce que tu as connu le GN, et est-ce que tu te souviens de ta première partie ? Ouais, il a fallu que je fouille dans mes vieux dossiers les recoins de ma mémoire. C'est vrai que la torpeur a parfois des effets un peu difficiles, mais ouais, je pense que j'ai eu un parcours un peu classique. C'est-à-dire que je viens du jeu de rôle sur table. En fait, je suis tombé totalement par hasard sur Vampire, le jeu sur table. J'ai pratiqué pendant plusieurs années avec une bande d'amis et en passant à la fac, je suis tombé dans la Camarilla, en fait. En réunissant quelques potes de fac, on a commencé, on a créé notre chapitre à Angers. Alors, tu as lancé ça avec qui, justement ? Avec des amis que j'ai emmenés du lycée. On s'est retrouvés dans le même coin de fac à Angers. Et on était tous amateurs de jeux de rôle. Et je ne sais plus exactement comment on s'est lancé dedans. Je sais qu'on avait un repère qui était une boutique de BD dont le propriétaire était aussi fan de jeux de rôle. Et je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je me suis retrouvé avec entre les mains le livre anglais de la Cama qui présentait justement toutes les règles grandeur nature. Et je crois qu'on est parti comme ça. On est parti avec une dizaine de personnes et on a fondé notre chapitre. Et c'est assez rigolo parce que je suis allé regarder un petit peu curieusement, savoir ce qu'il était devenu. Et visiblement, Angers est encore en activité. Je trouvais ça assez sympathique de voir que les gens pratiquent toujours là-bas. Tu as envie de rejouer ? Faire une petite apparition, ouais, parce que je serais assez curieux de savoir ce que les gens là-bas ont gardé du chapitre. J'imagine que certainement le mal noir continue de rôder un petit peu là-bas, parce qu'on m'en a encore parlé 20 ans après, lors du dernier conclave. J'ai même réussi à glisser ça dans le scénario, d'ailleurs. Avec brio. Je suis assez content de moi. Et non, oui, pourquoi pas, faire un petit tour là-bas et voir comment ça se passe, et jouer le vieux roublard de la Cama qui débarque avec un Tarzis sortant de tarpeur, pourquoi pas. Oui, d'autant qu'Angers, c'est pas très loin, ça doit pouvoir s'organiser, ça, non ? Ouais. Mais quelques cités, je crois que c'est quelque chose qu'on avait discuté, il me souvient, quand on préparait le dernier conclave, c'était effectivement se pointer en partie avec une petite coterie de vieux roublards ou de personnages prétendant être les personnages historiques sans vraiment l'être, et prendre un petit peu son pied. Je sais qu'à l'époque où on était jeune conteur, on aurait adoré avoir des vieux roublards comme ça qui seraient venus pimenter nos parties, en tout cas. Quand on a organisé, je me souviens de très bien tout ça, y compris notre première rencontre, Vincent, te voir remonter les Skeletor à Jussieu en me disant « ça y est, oh la vache, je vais rencontrer le conteur de Paris ». Moi, petit conteur d'une petite cité avec une quinzaine de joueurs. Et effectivement, s'organiser comme ça une première rencontre, je crois que ça avait vraiment été un très très grand moment pour tous les joueurs et qui avait pas mal cimenté, je pense, l'idée de faire partie d'un compte natio et interagir avec, pour nous de grands joueurs, Cardinal Simon, Guillaume de Salus, c'était de grandes figures.
J'ai des souvenirs très précis de cette partie. Je me souviens qu'on y est allés tous les deux, Jérôme. Ouais, exactement, ouais. Alors, quelle année, je ne sais pas. Ça devait être assez tôt, hein, je pense. Ouais, sans doute. Mine de rien. Parce que sur les photos, tu étais jeune. Ouais, merci. Non, je veux dire par là, j'ai de très très bons souvenirs parce que autant jouer tous les mois à Paris, à Versailles, même Montmorency, Issy-les-Moulineaux, on était un peu en famille. Hein. Finalement, c'était des chapitres qui étaient différents, mais qui étaient tout de même très très liés. On se voyait beaucoup les uns les autres. Aller à Angers, voir des gens que je ne connaissais pas, rencontrer des gens qui m'attendaient, qui connaissaient déjà mon perso de réputation, c'est quelque chose qui était assez fort, je me souviens. Ah oui, puis même pour moi, compteur d'Angers, je t'avoue, j'étais assez, comment dire, intimidé de voir débarquer des joueurs parisiens expérimentés qui avaient effectivement des persos dont on avait un petit peu travaillé les choses, je me souviens, en amont. Essayer justement de connecter les personnages, connecter les anciens et de prévenir les joueurs qui incarnaient Nouveau-Né. Faites attention, c'est pas n'importe qui, c'est pas tonton qui débarque, c'est Guillaume de Salluste et Cardinal Simon, faites attention. Non, il y avait aussi Sherlock, je crois, qui t'accompagnait. C'est probable. Guillaume. Ouais. Romain devait être là aussi. Exactement. Tu te souviens, Arnaud, du petit effet spécial qu'on avait mitonné avec Jérôme lorsque nous sommes entrés dans la partie? Et j'ai appris effectivement des années plus tard que juste avant de rentrer en partie, vous aviez un seau de glace ou je ne sais pas quoi pour s'assurer quand vous serriez les mains d'avoir un contact vampirique. Absolument. On s'était congelé les mains pendant 10 minutes avant. Ça devait être une idée à toi, Vincent, non? Parce que jamais j'aurais fait un truc pareil. Mais... Je sais pas te dire. Je sais pas où est-ce qu'on a chopé ça. Donc oui, un très très bon souvenir que cette première partie. Puis je pense que ça a été le début d'une liaison assez intense entre les chroniques d'Île-de-France et du Grand Ouest. Parce que je crois qu'avec Rhône-Alpes, je crois que le Grand Ouest a été vraiment la région avec laquelle on a fait le plus de liens scénaristiques. Moi, dans mes souvenirs, il me semble qu'Angers est le premier chapitre du Grand Ouest. Donc, voir ensuite les choses un peu essaimer et puis continuer à bâtir. Plutôt que de se refermer sur ces antagonistes, les fameux antagos, voilà, ce sont les miens, pas les vôtres. J'ai souvenir que Guillaume de Salluste et Acquéron étaient, notre primogène Bruja sur place, est un petit peu comme cul et chemise. Donc, ça a toujours créé du jeu. C'était une super relation entre Acquéron et Guillaume de Salluste et j'espère qu'on pourra voir Nicolas G bientôt dans les vieilles canines. C'était une relation extrêmement construite, extrêmement écrite et pourtant une des relations les plus tendues que j'ai jamais jouées. C'était compliqué d'avoir Nicolas avec qui je m'entendais très très bien et de le détester pendant les parties. C'était d'avoir effectivement un Bruja... je ne veux pas dire un peu conservateur, mais effectivement au service du pouvoir, et un ancien Bruja qui était encore très anarche dans les manières et dans les idées. Iconoclaste. Ouais, iconoclaste, effectivement. C'était vraiment des échanges intéressants. Et puis moi aussi, qui m'a permis de rencontrer aussi notre ami Cardinal Simon. Je me souviens très bien qu'on est resté effectivement comme deux bons anciens toréadors vissés le cul sur notre banc pendant une bonne partie de la soirée. On faisait assez bien le rôle des deux vieux du Muppet, en fait. C'était un peu ça, voilà. C'était rôle confortable, t'es assis tranquillement une bonne partie de la soirée, ce que j'aimais beaucoup faire, en fait. Et, donc j'avais trouvé un ami, en fait, je pense. Je voulais savoir, Arnaud, les cités proches d'Angers avec lesquelles vous jouiez un petit peu, tu as des souvenirs de ça ou pas du tout? En fait, moi, je suis resté que quelques années à Angers, le temps de finir la fac, et puis ensuite, je suis venu m'installer en région parisienne. Donc, c'est vrai qu'à l'époque où je m'occupais d'Angers, je crois que Nantes, je ne sais plus si Nantes était déjà s'est créé dans la foulée pendant que j'étais encore là-bas. Mais essentiellement, non, on jouait essentiellement localement. D'accord. On a eu un chapitre après, il me semble, après mon départ, qui s'est créé à Cholet, qui était une ville vraiment juste à côté. C'est ça, exactement. Et Angers, le jeu a commencé à tourner. Je crois pas qu'on est allé au-delà de ces trois cités dans mes souvenirs, je me trompe peut-être. Non, c'est pour ça qu'on était effectivement beaucoup à se projeter à l'Est et effectivement aller créer des liens avec Paris, avec Montmorency, avec Issy-les-Moulineaux. Et on a essayé de connecter un maximum de background pour ça, ouais. Donc tu dis que tu es plus attaché au conte, que tu as fait principalement du conte, que tu as été conteur. Donc t'as pas joué du tout, t'as aucun souvenir de jeu, à part Tarsis le défenseur? En tant que joueur, j'ai plus de souvenirs effectivement avec un personnage comme Monsieur Constantine,
parce que c'est une période où je pense que j'avais fait le compteur pendant trop longtemps. Mais non, pour moi, Tarsi, je le traitais vraiment comme un antago. Et puis, on va le reconnaître, hein, j'ai jamais été un très très bon interprète. Enfin, je me suis jamais considéré comme un très bon interprète. Tout le monde dit ça. Et jouer effectivement les grands anciens toréadors, ça m'a toujours, je vais pas dire effrayé, mais je trouvais ça pas vraiment crédible. Donc voilà, comme tout conteur débutant, j'ai fait toutes les erreurs classiques. Voilà, j'ai créé mon antago qui était prince de la ville. Et ce qui m'a au final, je pense, plus causé de problèmes qu'autre chose sur le long cours. Donc j'étais assez content après effectivement, à travailler avec Acquéron pour qu'Acquéron reprenne les choses en main, pour pouvoir vraiment me consacrer au conte. Parce que moi, voilà, créer du jeu, élaborer des scénarios, tisser les intrigues, c'est toujours ce qui m'a fasciné dans le jeu de rôle Vampire par rapport à d'autres jeux de rôle que j'ai pratiqués. C'est effectivement, tout est centré sur le personnage et tous les liens. Donc, bâtir la feuille Excel de relations entre qui aime qui et qui aime pas qui, pourquoi, quelles sont les lignées. C'était toujours la partie la plus fun, je trouve, moi, dans la Camargue. C'était qui ce monsieur Constantine ? C'était quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Ça, c'est un autre truc de conteur, ou en tout cas de quelqu'un très intéressé par les histoires. Je me suis replongé dans mes backgrounds et un background qui faisait 10 pages, rien qu'avant que le personnage ne joue, j'avais déjà 10 pages où je m'étais renseigné sur l'époque, parce qu'on s'était mis d'accord, je ne sais plus qui était le conteur à l'époque, quand j'ai créé ce personnage. C'était à Paris. Mais effectivement, à Paris, ouais. Un jeune ancilin qui devait avoir 120 ans dans mes souvenirs. Donc un personnage qui était un petit Français de bonne famille et je ne sais plus sous quelle époque révolutionnaire on était, mais effectivement raconter un petit peu une partie de l'histoire de France vue par les yeux de ce personnage qui ensuite s'exile aux États-Unis parce que pour pas se faire couper la tête et qui 100 ans plus tard revient en France en tant qu'ancilla, un petit peu en commande de l'archange américain, pour savoir pourquoi est-ce que les Ventrus... comment fait ce François Villon pour garder la France sous sa coupe. Et tu as inspiré Keanu Reeves pour son film de 2005. Non, je crois que c'est pareil. Hein. C'est comme le fameux Mal Noir, dont je ne sais pas si on en rediscutera, mais voilà, le truc pour... certainement, je suis le plus connu en tant que conteur, c'est d'avoir inventé... toutes ces maladies vampiriques un peu bizarres, dont le mal noir qui était ma première création, parce que je sortais d'un cours de parasitologie. Au moment où je créais la chronique d'Angers, je me suis dit, tiens, les maladies vampiriques, qu'est-ce qu'il en est ? Et j'avais épluché tous les suppléments pour trouver une vague référence. Et puis, je m'étais lancé dans quelque chose. Et Constantine, effectivement, c'est la même chose. C'est, bon, il faut un nom qui claque. Et puis, c'était le film que j'avais regardé la veille, tout simplement. Oui, donc reparlons du mal rouge et du mal noir, et d'autres mots d'ailleurs, dont j'oublie probablement certaines couleurs. Qu'est-ce que c'était exactement ? C'était ça le gros Dark Secret de Angers ? C'était effectivement le gros Dark Secret d'Angers, donc j'espère rien révéler pour ceux qui joueraient encore. En me renseignant sur l'histoire de la ville, sur l'histoire d'Angers, en fait, j'ai jamais autant lu de livres d'histoire que quand effectivement je préparais mes chroniques. Et le mal noir, c'est la même idée. C'est après m'être renseigné sur quels étaient écrire la chronique vampirique d'Angers du début de plusieurs milliers d'années en arrière jusqu'à nos jours. Trouver des éléments bizarres avec la chute d'une météorite qui était notée dans certains textes. Et j'ai commencé à broder autour de ça en me disant, qu'est-ce que ça pourrait être ? Donc voilà, une météorite qui serait tombée à l'endroit où la cité a été bâtie et qui serait quelque chose. Mais sans forcément... donner un nom, expliciter exactement de quoi il s'agissait, mais en tout cas une entité, quelque chose qui dormait sous la roche sur laquelle allait se construire finalement le château d'Angers. Et le château d'Angers était une construction qui était en fait commanditée par un ancien toréador qui avait compris que quelque chose se cachait sous le château. Et ce vieux monsieur, ce vieux toréador était en fait le futur sire de Tarsis, qui était un architecte. Donc qui a été étreint pour construire ce château qui devait emprisonner cette entité, mais qui sortait de temps en temps et effectivement causait pas mal de désagréments et essayait de manipuler les gens pour arriver à créer une faille. Mais c'était, il y avait rien de... J'avais volontairement pas donné de nom, pas donné d'explication, c'était pas Tsimitse, c'était pas, je ne sais pas quoi, la Zambra, c'était vraiment quelque chose d'inconnu et d'indicible. Je pense que je devais beaucoup lire de Lovecraft à l'époque, donc voilà, déjà c'était forcément un truc indicible. Donc
Donc ça, Arnaud, c'est ton grand œuvre en fait. Mon grand œuvre au mal noir, oui. D'accord. J'ai eu aussi une période conteur de Lutétia, et évidemment, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est ramener un mâle, mais cette fois-ci pas noir, mais rouge. Donc là, plutôt que d'avoir un mâle ancien et indicible, j'ai amené un mâle plutôt contemporain, quelque chose de totalement basé sur la technologie, qui était quelque chose de créé en laboratoire cette fois-ci, pour recommencer à faire peur aux joueurs, mais avec l'idée un peu pernicieuse où les symptômes s'aggravaient et créaient un peu cette vision d'apocalypse pour finalement finir comme un pétard mouillé, parce que le virus était bien, mais fonctionnait, mais que jusqu'à une certaine mesure. Voilà, essayer de faire peur aux gens, faire peur aux joueurs, pour finalement qu'il n'y ait pas de grand final, pas d'apocalypse. Ça, c'était le mal rouge. Donc du coup, si on est amené à te poser la question du dark secret de ton personnage ou de tes personnages, tu es en mesure de nous fournir d'autres choses ou pas du tout? Parce que Tarsis, il avait l'air bien gentil. Tarsis était bien gentil, et justement, c'était l'idée. Tarsis, c'était foutez-moi la paix, moi je veux une cité stable. Parce que sous mon château dort quelque chose qui a tué mon sire. Et c'est quelque chose que je ne veux surtout pas réveiller. Donc, offrir un peu cette cité, une cité la plus stable possible, avec des primogènes les plus solidaires possibles. Non, le Dark Secret n'allait vraiment pas au-delà de ça. D'accord. Monsieur Constantine, c'était une autre paire de manches. Là, c'était... j'avais acquis plus d'assurance, j'étais un peu plus vieux aussi, plus mature. Et là, c'était effectivement plus bonne ambiance ventrue, coup de pute et compagnie. Construire quelque chose avec d'autres personnages ventrus. Je me souviens d'expéditions, pareil, en Fiat Cinquecento à Nantes, avec Esteban Aguilas y Sendilla. Exactement, Esteban Aguilas y Sendilla, où effectivement on jouait les 400 coups des Ancillas, et on a fait comme ça le Tour de France dans plusieurs parties, et même hors de France d'ailleurs. Là, certainement, un de mes plus grands moments de Kama, c'est d'escorter Albi, donc ancien Malkavion de Versailles, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, ouais. D'escorter Albi au conclave international à Vienne. En Autriche ? En Autriche, exactement. On était parti avec Willa Meisler, avec donc Albi, et donc mon personnage, Monsieur Constantine, faisait partie de la suite d'Albi. Et il faut savoir que à l'époque, le prince était un prince ventru. Et donc, hâte de rencontrer, une fois de plus, un joueur emblématique. Puis les joueurs autrichiens avaient quand même cette réputation d'être de grands interprètes, de vrais interprètes, et de ne pas faire les choses à moitié. Donc, ils avaient entièrement privatisé un château autrichien dans la banlieue de Vienne pour la première soirée. Donc, il faut s'imaginer un lieu magnifique avec des hauteurs sous plafond gigantesques, d'immenses boiseries. Et donc, les délégations qui arrivent une par une, dans un immense couloir, et au milieu de ce couloir, on avait l'ancien ventru, prince de Vienne, et Albi, qui était très certainement aussi totalement impressionné par les lieux, qui traverse le couloir, l'air de rien, qui passe à côté de ce vieux prince ventru qui était assis et qui attendait qu'on lui prenne ses respects, et qui trace. Et moi, petit Ancilla ventru, derrière, qui lui tire la manche en disant là, le monsieur, c'est le prince de Vienne. Et donc Albi, ancien Malkavion, et notre ami Pete, qui se laisse pas démonter, qui fait ah oui, qui se retourne et qui effectivement présente ses respects au prince de Vienne. Gros moment avec le palpitant qui monte dans les 200 tours, c'était vraiment rigolo. Et même à l'époque, mes souvenirs de premier conclave, c'est le conclave de Carcassonne. Effectivement, premier conclave, une fois de plus, à traîner les guêtres de mon ancien Toréador Tarsis, avec d'ailleurs Vincent. Un autre souvenir mémorable pour moi, c'est cette petite assemblée Bruja autour d'une grande table, avec à l'une extrémité Guillaume de Salluste. La discussion a tourné court, avec à l'autre extrémité de la table un Bruja qui, sans qu'aucun mot n'ait été dit, qui vole. Alors je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu quels étaient tes souvenirs de cette scène, mais moi en tant que joueur, de voir ce truc-là qui avait été visiblement un petit peu arrangé avant, pour moi ça reste une scène magique. Je crois me souvenir qu'un des joueurs était venu me voir, et c'était un Bruja, et donc par définition il me détestait, puisque tous les Brujas me détestaient, détestaient Guillaume de Salluste, et il avait dû me dire moi je vais t'agresser. Dès que ton personnage va rentrer, je te déteste tellement que je vais t'agresser. Donc je préfère qu'on prépare la scène.
Je dis pas de problème, c'est super, ça va faire une belle scène. On va gérer ça quand même avant. À un moment, il va y avoir un combat parce que je vais me défendre. Et il me dit, ah non, mais de toute façon, il y a pas de match, hein, je vais me faire défoncer. Bon, d'accord, puisque c'est écrit comme ça. Et donc, on avait dû faire un truc à distance, je crois, où je l'ai pas touché. J'ai fait mine de me lever. J'ai fait un mouvement très rapide qui a été interprété comme pratiquement un coup à distance, comme si je m'étais levé extrêmement rapidement, que je m'étais rassis. Et lui s'est projeté contre le mur d'en face, sans que je le touche, visiblement en tout cas. Je crois qu'en scène d'introduction de la Rente Brouja, ça avait donné le ton tout de suite, ouais, en effet. Ouais. Et moi, est-ce que toi, t'étais de dos, donc t'as pas certainement vu ce qui s'est passé derrière toi. T'avais 2 anciens toréadors. Il me semble que Cardinal Simon était dans le coin également. Et quand le ton a commencé à monter, tu as vu les 2 joueurs anciens toréadors, et moi inclus en fait dans ces 2-là, qui écartaient les bras mollement pour faire signe. Alors nous, c'est majesté, les gars. N'approchez pas. Et qui reculaient en direction de la plus proche sortie. C'était franchement mythique. Mais c'est ça, la Camarilla, moi, c'est beaucoup d'amitié. Moi, j'ai beaucoup de mes meilleurs amis rencontrés pour la première fois dans la Cama. Bon, ça va paraître un peu cucu, mais voilà, je ne serais pas dans ma maison avec ma femme et mes 3 enfants si je n'avais pas fait certaines rencontres dans la Cama. Donc, c'est des gens qui, au travers de la Cama, qui m'ont permis de rencontrer ma femme. Voilà, c'est aussi ça, effectivement, la Cama. On commence avec des personnes, on commence avec des jeux, et puis il y a des amitiés fortes. 20 ans après, la réunion pour faire le dernier conclave, je pense que c'est ça. C'est autant une envie de jouer qu'une envie de revoir d'anciennes connaissances, d'anciens amis. Et puis, j'espère que ce podcast tient aussi un petit peu de ça. Donc apparemment, tu t'épanouis, je t'entendais, tu es marié, tu as 3 enfants. Qu'est-ce que tu deviens hors jeu, Arnaud ? Eh bien, je continue avec mes premiers amours. Je continue à bosser avec le mal noir. Donc, je suis dans la pharmacie, dans la recherche biomédicale, plus précisément. Donc, je ne sais pas si c'est le mal noir qui m'a conduit là, mais en tout cas, voilà, les cours de biologie que je suivais à l'époque m'ont bien servi et je travaille pour tout ce qui est recherche biomédicale. Arnaud, la fameuse phrase culte, tu retiendrais de tes années de jeu? Il y a Saïd Wilhelm Eisler qui a ce fameux bon mot qui, je me souviens, avait provoqué l'hilarité générale dans une partie, qui était, donc évidemment, dans toutes les parties, on avait ces petits buffets pour que les joueurs puissent un peu grignoter. Et notre ami qui s'empare d'un saucisson et qui regarde, je ne sais plus qui était à côté de moi, et qui fait « Tu vois ce saucisson ?» Eh bien, je le mange, mais je le mange vraiment. Donc, pour montrer que son personnage avait pris le petit attribut pour ingérer de la nourriture, et on était parti dans un tel fou rire qui est aussi devenu, du coup, un truc mythique. Voilà, donc ce saucisson, je le mange, et je le mange vraiment. Il le fait mieux que moi. C'était une phrase culte, en effet. Est-ce que tu aurais, pour nos auditeurs, une œuvre à recommander qui t'a marqué récemment, ou au contraire, il y a longtemps, avec laquelle tu vis aujourd'hui ? Je vais vous orienter vers une série, parce que effectivement, en préparant ces discussions, je réfléchissais à quelque chose un petit peu sur le thème de la Camarilla. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le jeu de rôle Vampire, c'est la notion un peu d'éternité et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut écrire sur des personnages qui ont vécu des centaines d'années, qui ont fait partie de complots millénaires, et essayer de bien représenter tout ça. Et j'ai retrouvé un petit peu de ça dans une série qui est excellente, qui s'appelle Altered Carbon, qui part sur des thématiques qui, moi, m'a un petit peu rappelé la Camarilla, où on part dans un monde, dans une dystopie futuriste, dans un futur très lointain, où les gens ont la possibilité de se faire uploader sur une puce qu'on leur implante dans le cou, à l'âge de 8 ans. D'accord. Et donc d'avoir une société avec des riches, hyper riches, qui s'appellent d'ailleurs des Mathusalem, qui peuvent, à chaque fois qu'ils meurent ou que leur corps n'est plus en état, se reprendre un clone. Et à l'inverse, voilà, d'autres personnes qui triment toute leur vie pour récupérer un autre corps. Et il y avait un petit peu cette mise en abîme, un petit peu pareil que Vampire. Donc je vous conseille chaudement, c'est une bonne série à voir, uniquement la saison 1, la saison 2 n'existe pas, et qui, je pense, rappelle certains thèmes, et il y a des choses un petit peu des situations vraiment intéressantes dès le premier épisode, dès le début. Donc je vous recommande chaudement. Je prends le conseil, Arnaud. Merci beaucoup. Du coup, Arnaud, il va falloir que tu nous donnes des idées d'invités sur de prochaines émissions, s'il te plaît. Qui aimerais-tu entendre ?
Facile. Je vous paye pour entendre nos amis T'es le premier. Nicolas G et Grégory H. J'ai compris, il fallait sortir des ventrus. Donc là, on va aller vraiment à l'extrême opposé. On va vous proposer des iconoclastes. Donc si vous arrivez à avoir ces deux énergumènes à votre micro, je pense qu'on va passer un excellent moment. On les a parfaitement identifiés. Merci beaucoup Arnaud. On en a fini avec toi. Merci à vous. Merci à toi Vincent et à toi Jérôme d'avoir cette idée. C'est vraiment un bon moment de partir dans Memory Lane, dans la Vampiric Memory Lane. Merci beaucoup à vous. On espère pouvoir te revoir très bientôt en vrai, dans la vraie vie. Et sinon, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode des Vieilles Canines. Salut à tous. Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur le Formule 1 dont tu as parlé. Ça, c'était l'autre bon moment. Ça, c'était l'after des parties Kama. Des chambres d'hôtel Formule 1 qui étaient normalement prévues pour 4. Et dans mes souvenirs, je crois que le record, c'était une quinzaine de personnes dans la même pièce. Oui, plus que ça même, je pense. Hein. Ouais. Plus que ça, ouais. Peut-être qu'on fera une spéciale hôtel Formule 1, parce qu'on aura des choses à dire. Peut-être qu'on en fera 2 même. Ouais.